Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour aborder ces finales WNBA qui sont en cours pour le moment, avec le New York Liberty qui mène 2-1 dans ces finales 2024. Pour m'accompagner, la team Elliott et Tom. Bonjour messieurs. Bonjour Chris, bonjour Tom, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver en ce jeudi matin pour débriefer une série folle et un match fou cette nuit. Salut les gars, salut tout le monde. Je sais pas pour vous, mais moi ce matin, je suis en forme. Ah bah, en tout cas, ta voix va de pair avec ce que tu dis. Dis donc. Des fois, quand t'es malade, ça doit être quelque chose. Hein. Tu connais les conditions d'enregistrement de ce podcast. C'est ça. On fait du mieux qu'on peut pour vous servir le plus rapidement possible ce podcast-là, sachant que ce match 3 a donc eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. On va parler de ces finales-là. Si on a un peu de temps à la fin, on parlera aussi des deux équipes, la All WNBA, qui sont sorties la nuit dernière également. Il y a 2-3 petites choses à dire, évidemment. On va attaquer quand même par ces finales, messieurs. Donc, comme je disais en introduction, New York qui mène 2-1 dans ces finales. Comment vous voulez faire un petit peu? Vous voulez qu'on reprenne d'un point de vue dramaturgie dans l'ordre chronologique, ou alors on y va un petit peu en ping-pong? Comment vous voulez vous lancer, messieurs? On peut déjà remettre en contexte qui a gagné chaque match, etc. Un peu le film de la série. Vas-y, let's go alors. Ok, du coup, premier match, donc les deux premiers sont au Barclays Center de Brooklyn, car New York a le meilleur bilan. Et un hold-up complet de Minnesota qui qui fait une remontada, comme on pourrait le dire, Ah oui. avec une fin de match étouffante, avec une action à 4 points de Courtney Williams qui ramène Minnesota Minnesota. à 10 secondes de la fin ou un truc comme ça. Et avec donc le 3 points plus la faute de Sabrina Ionescu. Et ensuite, Breanna Stewart qui a 2 lancers pour la victoire. Enfin, elle en met un pour égaliser et ensuite elle rate le deuxième. Et donc ça part en prolongation. Prolongation, très peu de paniers et Nafisa Collier qui sort un turnaround fadeaway magnifique à la Dirk Nowitzki, et qui nous envoie Minnesota qui mène 1-0 sur le parquet de New York. New York était donc obligé de réagir et d'égaliser à un partout, ce qu'elles ont fait avec un match plus contrôlé. Et Breanna Stewart en mission, ça, on l'attendait évidemment après son match 1 pas fameux. Mais surtout le facteur X, pardon, Betnijah Laney, qui nous sort 20 points à 4 sur 6 à 3 points, avec notamment un panier hyper clutch à la fin pour sceller sceller le sort de la rencontre. Et donc, ça part dans le Minnesota à un partout, avec New York qui donc a évité le piège, parce que être mené 1-0 alors que les deux matchs, mais être mené 2-0 alors que les deux matchs étaient chez toi, ça aurait été terrible. Ouais. Mais donc là, elles partent à 1-1 à Minnesota, et cette nuit, on va le débriefer. C'est ça. Est-ce que Tom, tu voulais juste avant rebondir un peu? Alors, peut-être plus sur le match 1 qui a été d'un point de vue dramaturgie quand même beaucoup plus intéressant et émotionnellement plus prenant. Non, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le match 1, dont on fera le parallèle après avec le match 3, se ressemblent et sont en fait les deux sens contraires. New York avait une telle mainmise sur le premier match, à aucun moment on envisageait New York perdre ce match. Enfin, Mmh. c'était complètement impossible. Et on a eu une gestion catastrophique des rotations en fin de match. Les joueuses qui se sont je ne sais pas si elles se sont vues trop belles ou s'il y a eu un relâchement ou si de l'autre côté Minnesota était tellement sûr de son karaté que elles ont maîtrisé le match pour revenir à la fin du match et envoyer des shoots lunaires. Une Nafisa Collier en gestionnaire, en vrai leader de terrain, quoi, avec un shoot complètement fou à la fin. Une défense qui s'est resserrée et puis ouais, une attaque new-yorkaise qui n'arrivait plus à mettre en place, qui n'arrivait plus à scorer. Une Breanna Stewart à la rue, complet. Et une équipe de New York qui s'est vraiment bien ressaisie sur le deuxième match. En fait, elles ont fait le deuxième match qu'on attendait au premier. C'est-à-dire une Mmh. gestion à domicile, montrer la puissance finalement du meilleur collectif et de la meilleure équipe de la saison régulière.
Elles l'ont montré plus sur le match 2. Et du coup, on en vient à ce match 3 qu'on a vécu la nuit dernière. C'est ça. Match 3, donc, qui était du côté de Minnesota, encore une fois dans une chaude ambiance. Là-dessus, il y a quand même, c'est quand même très intéressant. Après, Minnesota, c'est une équipe une franchise qui a connu les finales WNBA, donc qui sait mettre l'ambiance également. Une rencontre que vous avez pu suivre un petit peu, les gars, c'est les matchs pivots. On les appelle toujours un peu comme Mhm. ça, là. Quand il y a une série qui est égalité, les matchs impairs sont des matchs pivots, surtout là, dans une série où ça va au meilleur des 5. Il y a une stat qui est sortie hier, attendez, il faut que je vous la retrouve. 10-4 pour l'équipe qui remporte le match 3 Mhm. lorsqu'il y a un partout. Donc Mhm. bon, en tout cas, le gagnant de ce match 3 a de fortes probabilités, d'un point de vue uniquement statistique, d'aller récupérer le titre. Après, on sait que les Sur une série statistiques... sur 5, t'es plus qu'à Voilà, une manche du titre. c'est ça. Après, on sait que les C'est statistiques et le c'est New plus York pivot Liberty, que oui, c'est pas mais non plus... c'est plus pivot qu'un match 3 Ouais. d'une finale en 7 Oui, manches. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, les gars, ce match 3-là, alors, il y avait un autre chiffre que j'avais noté en début de match qui m'avait marqué, qui était sorti par les collègues d'ESPN qui diffusent le match. C'était la durée Mhm. de temps où les deux équipes menaient avant l'ouverture de ce match 3. Et la stat est folle. New York était à 78 minutes 43 pour être précis de temps mené sur les deux matchs cumulés. Et Minnesota était à 3 minutes 17. Donc on attendait vraiment de voir est-ce que Minnesota sur son terrain allait prendre le lead. En fait, tu vois, tu es à la maison, tu as gagné le match 1 à l'extérieur, tu te dois de faire le boulot chez toi, ou est-ce que New Mhm. York allait jouer sur cette bonne dynamique du match 2? Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement, les gars, de cette rencontre? Sur le début de match, comme tu as dit, c'est Minnesota qui, en mode patron, prend les Mm. devants et sort le carton le plus prolifique de toute la série, avec 28 points marqués dans le premier quart. Et non, mais une défense solidaire. Kayla McBride exceptionnelle dans le premier quart. Elle est Oui. à 10 points, à 2 sur 4 à 3 points et à 4 sur 6 en tout. Et Bridget Carlton aussi à 7 points. C'est ce qu'on avait noté sur les deux premiers matchs, c'est sa transparence, entre guillemets, là où elle avait été assez importante sur la saison régulière. Elle était complètement passée à travers de ces deux premiers matchs, avec déjà elle est pas la meilleure défenseuse de l'équipe. Si elle n'apporte pas ses points en attaque sur les catch and shoot à 3 points ou les drives, elle devient un peu le point noir de l'équipe. Mm. Et Minnesota qui donc imprime même une grosse première période, même si New York remonte un peu. Et New York finit super bien les cartons à chaque fois. Elles font sur les deux premiers quarts un run de 7-2 pour finir les deux premiers quarts à chaque fois. Et pareil, dans le troisième quart, elles mettent un 8-0 avant de débuter les 10 dernières minutes. Donc ça, c'est un point que Minnesota a eu du mal. C'est malgré leur domination pendant 9 minutes, entre guillemets, sur chaque carton. Après, elles n'arrivent pas à conclure et garder l'avantage pour le carton suivant. Ouais, Tom? Ouais. complètement. Ouais, non, mais oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Là où New York avait la mainmise sur le premier match, hier, Minnesota avait la mainmise complète sur ce troisième match. Euh, des grosses erreurs de coaching. Des... Je sais pas s'il y a eu un relâchement de la part des joueuses, mais comme tu l'as dit, Elliot, les joueuses de New York ont très très bien fini les cartons, euh, Mm, not- mm. notamment le quatrième. On reviendra dessus dans quelques instants. Et puis là où moi j'ai été agréablement surpris par la détermination des joueuses new-yorkaises et encore une fois par Brianna Stewart qui a encore lâché un match monstrueux et je crois qu'il égale Maya Moore au nombre de matchs à 20 points sur des finales WNBA. Mhm. Euh, ce qui est quand même un bel accomplissement. Brenna Stewart, qui avait été copieusement critiquée après son match 1, a raison, et qui sort quand même un match, enfin des matchs 2 et 3 de calibre MVP. Et on en vient du coup à cette fin de match complètement lunaire où New York reprend les devants grâce à deux shoots venus de la planète Jupiter d'une certaine Sabrina Ionescu. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, les gars.
Bah, on en Euh, parlera tout à l'heure quand on parlera des deuxièmes équipes All WNBA. Tu vois, Tu vois. tu veux te remettre à me fâcher. Non, non, moi je te parle de la MVP de ces Ah playoffs. ouais, la MVP carrément. Ouais, c'est la MVP de ces playoffs, c'est la meilleure joueuse de l'équipe qui va être championne en titre. Oui, parce que je m'avance tout de suite, hein, New York va être champion. Voilà, mais c'est Oh, ni meilleure joueuse ni champion pour l'instant. Ah, sur l'intégralité des playoffs, New-Yorkais, c'est la meilleure joueuse de New York. ouais, Ouais, mais mais c'est le les titre de finales. WNBA, Ouais, c'est c'est les MVP des finales, ça. finales, c'est pas MVP des playoffs. Ouais, moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que Ah, on la, verra, rom- on verra la, les matchs la, suivants. la romance de ce match 3, le côté aussi, je sais pas si vous avez vu ça ce matin, les gars, mais toutes les réactions des joueurs, joueuses et de la Ouais, communauté incroyable. Ouais. qui n'ont fait que tweeter en majuscule. Il y a eu Steph aussi qui a tweeté ce matin, Il y a eu Steph, bien Luka, évidemment. KG, Jaren Jackson, Isaiah Thomas, Victor Oladipo, tout le monde. Donc moi, je pars du principe qu'avec cette romance-là, même si ça n'a pas été la joueuse la plus dominante de ces finales, et pour le coup, là, peut-être que Brianna Stewart aura son mot à dire, j'ai envie de croire que la WNBA va bien faire les choses et va se rattraper. Grosse cote, en tout cas. Juste, hein, je confirme ce que tu dis. Stewart, elle égale donc Maya Moore au Mm. nombre de matchs à 20 points. Elle était à 9 au match 1. Et donc, du coup, bah, elle égalise avec ce 10e match hier soir. Donc, voilà, pour confirmer la stat. Ouais, bah oui, oui. Je pense que même si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le match, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'en pleine semaine, ça peut être compliqué de se lever à 2-3 heures du matin pour suivre ça. Mais vous avez dû voir les highlights. Et en tout cas, c'est vrai que ouah, le coup de. On utilise souvent le terme de coup de clim dans le basket. Celui-là, il est quand même particulièrement costaud dans un match que tu joues à l'extérieur, dans une belle ambiance, on l'a dit tout à l'heure à Minnesota, dans un match très serré, dans un match au couteau, où New York revient petit à petit, reprend le lead dans les dernières minutes du quatrième quart-temps. Et là, elle te met vraiment le truc qui assassine complètement déjà la fin du match. Et est-ce que elle a pas un peu tué le game de ces finales? C'est la question qu'on peut se poser parce que autant la dramaturgie du match 1, on y est revenu rapidement, mais il y a eu des prolongations. Autant là, là, elle a posé ce qu'il fallait poser et elle a calmé tout le monde. Donc c'est le genre de match, je sais pas ce que vous en pensez les gars, où voilà, quand tu referas le film des finales, tu te diras ce match-là, ce moment-là, a été un moment clé, tu vois? Et souvent, ça va quand même de pair avec l'équipe qui remporte le titre. Ça va en lien. Bah forcément, là tu mènes d'autant côté Minnesota, tu t'avoisines les 15 points d'avance en première mi-temps Ouais. et tu choques complet. Cheryl Reeve choke, oui, on peut le dire, a pas su gérer la blessure d'Alana Smith, qui donc s'est fait mal au dos sur une action avec Jonquel Jones où elle se bataille sur une prise de position à l'intérieur et qui donc a sorti Maïcha Allen comme d'habitude sur ses playoffs et depuis qu'elle est arrivée avec son trade depuis Washington. Et elle a pas du tout utilisé Dorka Yuaz, qui est pourtant très très grande et qui Mmh. aurait pu gêner Jonquel Jones mieux que Maïcha Allen. Ensuite, elle retente du Alana Smith qui n'arrive même pas à courir, qui est boîtier, ouais, elle est pas du tout dans son, enfin, elle est blessée quoi. Mmh. Et ensuite, elle nous tente un small ball avec en mettant Nafisa Collier en poste 5, qui n'a pas vraiment marché puisque Collier sur Jonquel Jones c'est compliqué parce qu'elle lui rend je sais pas combien de centimètres et une dizaine ou une vingtaine de kilos. Et ça laisse des traces, c'est certain. Surtout ouais, sur un game 3 qui fait complètement basculer la série. Parce que si tu prends le match à domicile, tu as derrière une balle pour remporter le titre sur le match 4. Ouais, complètement. Pour revenir à la question principale et de savoir, Chris, si Minnesota a de quoi revenir, moi je pense pas. Là où, entre guillemets, après le match 1, New York avait la possibilité de recoller au score à domicile. Et entre guillemets, on sait que dans ce genre de série, le facteur clé, c'est le match 3 généralement, qui cette fois-ci a été remporté par New York. Moi, je vois pas Minnesota pouvoir enchaîner deux victoires. Alors peut-être qu'elles prendront le prochain.
En tout cas, je leur souhaite. Mhm. Parce que ce serait dur de terminer une saison en perdant à domicile après une saison entre guillemets aussi belle. Mais je pense que le tournant psychologique de ce match, l'enchaînement des grosses performances de Stewie, les erreurs de coaching du Lynx, les blessures, je pense que la fatigue aussi accumulée, elles sortent d'une grosse série contre Connecticut où ça a été très physique, Mhm. très intense. Là où New York, entre guillemets, a plus été dans la gestion depuis le début de ces playoffs, même si contre Vegas, elles ont perdu un match. Je pense qu'elles n'ont pas laissé trop d'énergie non plus dans cette série-là. Euh, Moi, je pense que New York a, au-delà d'avoir pris un ascendant psychologique, a un ascendant aussi physique sur cette série et doit aller au bout. Encore une fois, on en revient au scénario et à toute la, comment dire, tout le récit autour de cette équipe new-yorkaise qui a été construit pour le titre, qui a échoué plusieurs fois contre Vegas, qui là se retrouve ultra favori contre une équipe de Minnesota qui a fourni une saison magnifique, mais qui sur le papier semble quand même moins expérimentée et moins solide. Et quand il s'agira de faire la différence pour gagner le prochain match, le Ouais. prochain ou éventuellement le dernier match, hein, on verra en fonction du scénario, mais j'ai du mal à voir New York perdre ses finales. Ouais, complètement. Juste un mot quand même, parce qu'on a parlé de Ionescu, on a parlé de Nafisa Colley, on a parlé de Brenna Stewart, c'était des joueuses qu'on attendait. On en avait parlé quand on avait fait la preview. Les gars, de ces joueuses-là, c'est des joueuses stars de leur effectif, donc elles doivent être présentes, elles doivent marquer de leur impact ces finales-là, elles le font, chacune à leur manière. Mais il y a quand même aussi des joueuses, les fameuses Factor X, comme on aime bien les appeler. On peut en trouver des deux côtés. Moi, c'est vrai que on va quand même plutôt pencher du côté de New York qui mène dans ces finales-là, hein. En général, on parle plus du Factor X pour l'équipe qui mène ou l'équipe qui peut potentiellement gagner. Et c'est vrai que Léonie Fibiche, c'est vraiment quelque chose. Joueuse qui est rookie, alors elle a été draftée, je crois que c'était en 2020. Elle ne joue que sa première année. Elle a été en Europe, hein, si je dis pas de bêtises. Donc elle a Mm. quand même un petit bagage, hein, cette joueuse-là. Mais elle découvre la scène des finales WNBA pour cette saison 2024. Ça semble pas lui faire très peur, hein. Le match 1, 17 points, 6 rebonds, 4 passes. Elle était à 5 sur 9 à 3 points. Donc on est plutôt pas mal pour une joueuse de complément. Sur le match 3, donc le match qui a eu lieu la nuit dernière, elle termine à 13 points, elle est à 3 sur 5. Je crois même qu'elle marque quasiment tous ses points en première mi-temps, quelque chose comme ça. Peut-être Elliot, tu me confirmeras, toi qui as bien pu voir tout le match tranquillement. Mais voilà, c'est typiquement le genre de joueuse voilà, que Ouais, tu as elle met, besoin. elle met 10 de ses 13 points en première période. Voilà, 10 de ces 13 points, merci. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de joueuse de complément que tu as besoin, qui peut te débloquer des situations, qui peut aller t'apporter quelques points, quelques situations quand c'est un petit peu plus bloqué, quand tes joueuses stars, soit sont sur le banc, ou alors peuvent être limitées, parce qu'on sait que la défense de Minnesota non plus n'est pas en reste, hein. C'est une équipe qui a bien défendu toute la saison. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez vous avez un truc à dire sur Léonie Fibiche ou sur une autre joueuse? Tu as parlé tout à l'heure de Lenny Hamilton aussi, Elliott, sur le match 2 qui a claqué 20 points. Voilà, c'est des joueuses, c'est vraiment la définition, pour moi en tout cas, du Factor X. Ouais, Lonnie Fibiche, elle est impressionnante, c'est vrai. Elle a, tu sens que c'est pas, tu sens qu'elle a déjà de l'expérience outre-Atlantique et qu'elle est pas vraiment rookie parce que sur des Mm. possessions, moi j'ai une action en tête, elle capte un ballon un peu mauvais et elle prend pas le tir, elle pose le jeu, elle relance sur Ionescu qui est face au cercle, qui vraiment elle s'enflamme pas quoi. Et on peut parler de son tir aussi au game 2 où elle a le courage de prendre un tir à 3 points ouverte seule, mais qui est un peu pas à contre-temps, entre guillemets, mais il y a Brianna Stewart qui coupe seule au panier et Sabrina Ionescu sous le cercle. Et elle choisit quand même de prendre le tir. Elle a vraiment pas froid aux yeux et c'est la mentalité qu'il faut pour ces finales. Mm. On se souvient même contre Las Vegas, elle s'était bien chamaillée avec Kelsey Plum. Et justement, elle l'avait bien muselée par sa taille parce qu'elle est très très grande et qu'elle peut défendre sur sur un poste 1, 2, 3, presque 4. Et ouais, non, en facteur X décevant, je dirais, je sais pas si ça vraiment, vraiment si on peut dire ça, mais Bridget Carlton, sur les 2 premiers matchs, elle n'était pas au rendez-vous. Elle s'est un peu réveillée sur ce match-là.
Ça a fait du bien justement en première période à Minnesota. Elle met en tout 14 points, à 5 sur 7 au tir et à 2 sur 4 à 3 points. Et si Minnesota veut avoir une chance de remporter le prochain match, il va falloir qu'elle réitère cette performance, je pense. Ouais, moi je vais pas forcément parler d'une joueuse, parce que pour moi le facteur X en fait côté New York sur ces playoffs, c'est Sandy Brondello, qui a eu l'intelligence d'utiliser Léonie Fibi comme elle l'a fait depuis le début de ses playoffs. Et globalement, on avait déjà vu des bribes lors de la saison régulière. Mm. Le fait de sortir Van der Sloot du banc. Hier, elle ne joue que 8 minutes et c'est Léonie qui joue, je crois, elle joue une trentaine de minutes hier, Léonie Fibi. Mais tous ces ajustements, en fait, sont ultra positifs. Et je sais pas, honnêtement, si beaucoup de personnes avaient imaginé que Sandy Brondello pouvait out-coacher Cheryl Reeve. Ouais. C'était, je pense que c'était l'une des cotes les plus grosses à ce moment-là. Surtout quand on avait vu les dernières finales de Sandy Brondello qui semblaient plus être spectatrice que coach de ce New York Liberty les saisons passées. Là, on sent qu'elle a la main mise sur son groupe, qu'elle gère parfaitement ses rotations, qu'elle a réussi aussi à s'ajuster et à faire comprendre aussi aux joueuses que pour aller au bout, il fallait que chacune accepte son rôle. On a énormément parlé de Sabrina Ionescu et de Stewie depuis le début de ces finales, mais je pense qu'il faut aussi tirer un petit coup de chapeau à Jonquel Jones qui se donne, qui est pour le coup, a normalement une match-up favorable à l'intérieur, parce que c'est elle qui a le plus gros gabarit et qui doit dominer, et elle le fait à merveille. Hier, quand elle a Nafisa Collier en match-up, elle en fait elle en fait du petit bois. Et finalement, tous ces ajustements et ces choix de coach de Sandy Brondello sont positifs et sont favorables pour New York. Donc, là où elle avait été énormément critiquée, à raison, les saisons dernières, j'espère qu'elle recevra aussi tous les lauriers qu'elle mérite pour cette saison régulière et pour ses playoffs. Parce que se défaire de Vegas, qui a été un enfer les 2 dernières saisons pour le Liberty, c'était déjà, je pense, psychologiquement un bel accomplissement pour Sandy Brondello. Et si elle gagne des finales sur Cheryl Reeve, qui est peut-être l'une des coachs les plus expérimentés et les plus euh, Hall of Fameables de cette WNBA, c'est quand même un bel accomplissement pour cette jeune coach. Tout à fait. Et c'est vrai que Jonquel Jones, on en parle au bout de 22 minutes d'émission pour une joueuse qui a été MVP, qui a été MIP, quintuple All-Star. Mais en fait, c'est vrai que cette équipe du Liberty, tellement du talent partout que on peut pas aborder tout le monde. Mais voilà, elle passe un peu à la trappe, entre guillemets. Mais en tout cas, son impact, même sur le match 1, moi je me rappelle, je l'avais mis dans l'article là résumé. Elle avait été vachement impressionnante, même dans le premier carton. Elle avait vraiment. Ils avaient joué sur elle en fait dès le début de match et ça avait payé. En tout cas pour le début de la rencontre. On a fait à peu près le tour d'un point de vue du déroulé des matchs, tout ça. Mais est-ce que, je crois qu'Eliott, tu voulais aborder un dernier point qui reste dans le cadre de ces finales, mais qui sort un peu plus du sportif? Ouais, c'est que il faut quand même noter que ces finales WNBA sont plébiscitées partout et ont vraiment les fans ont beaucoup d'intérêt pour ces finales, puisque si ça continue, les finales WNBA 2024 sont sur la pace pour devenir celle avec le plus de spectateurs dans les salles. Et Minnesota, donc là, hier soir, il y avait 19 521 personnes dans le Target Center. Et c'est la 5e plus grande affluence pour un match final final WNBA de l'histoire. Et ça remonte à 2007 pour retrouver une tendance pareille. Et si on prend aussi juste les playoffs WNBA de cette année, dans les salles, c'était 225 536 personnes. Et c'est un record aussi. Bon, très bien. C'est encore un élément qui montre voilà, tout le dynamisme et toute cette Mmh, évolution positive exactement. vers la WNBA. Avant d'enchaîner, les gars, rapidement sur les teams là, qui sont sortis, on peut quand même juste donner notre ressenti sur le match 4 à venir. Bon, Tom, on a à peu près le tien. On pense que New York va plier les Gaules avec Sabrina Ionescu, MVP des finales. Elliot, toi, t'en penses quoi? J'ai peur de la fatigue accumulée par Minnesota.
Ouais. notamment par les joueuses clés, Mhm. que ce soit Kayla McBride qui a défendu pendant 40 minutes sur Sabrina, encore une fois, ça fait la troisième fois du coup. Et pour même Nafisa Collier qui a joué, enfin qui est pas sortie du match. J'ai peur que le Liberty prenne le match 4. Ok. Bah, moi, je vais rester jusqu'au bout de mon chemin. Je vous ai dit que c'était pas du tout un bon pronostic. J'ai été très mauvais cette année. Mais j'avais mis 3-2. Donc, on va aller au bout du suspense. Donc, allez, on espère que Minnesota va aller arracher ce match-là. Parce que c'est aussi compliqué de voir l'adversaire rafler le titre dans ta salle. Ah, bien sûr. Ça, c'est chaud. Alors après, à la différence, c'est vrai que de la NBA, par exemple, tu vois, en NBA, quand tu mènes, tu peux avoir plusieurs cartouches, tu vois, Ouais, ouais. pour aller gagner ton titre chez toi. Là, par exemple, quand tu mènes 3-1, je suis en train de chercher le score. Quand tu mènes 3-1, tu peux, tu as le match 5 et tu as le match 7 potentiellement, machin. Là, Ouais. là, si tu joues avec le feu, c'est risqué parce que tu joues tout, tu joues ta saison sur un match. Alors, certes, chez toi, mais bon. Mais bon, pour le suspense, allez, on continue et on veut un 5e match. Donc, 2 victoires du Liberty pour vous, les gars, et Minnesota qui va rafler ce match 4 pour moi. Ouais. Excusez-moi, parce que vous parlez quand même à ma place. Moi, j'ai pas donné mon Ah, pronostic. ah, bah, ah oui, ça. Alors, attendez, pour ceux qui écoutent pas qui n'ont pas écouté les précédents podcasts, Tom est l'expert de donner le pronostic A et dans la même phrase de donner le pronostic B. Comme ça, il n'a jamais tort. Tu sais quoi, Chris? Ouais. Bah, fais-moi rêver. Vous ne le savez pas, nous, très chers auditeurs, mais on a un groupe sur lequel on envoie nos pronos. Et je serais ravi, quand le Liberty aura gagné 3-1 ces finales, que tu ressortes mon tableau de pronostics avant que les playoffs commencent et que tu te remarqueras que je suis sur un 100%. Aussi bien sur les équipes qui ont gagné que sur les résultats annoncés. Mm. Ouais. Non, mais Ouais. oui, on sortira ça. Et si par contre, Minnesota gagne, ce qu'on ressortira, Ah, c'est le sonore de la première émission d'Eliott, parce qu'il nous l'a ressorti, Et où il oui, nous avait dit qu'il sentait bien cette équipe du Minnesota. Et fallait le dire quand même dans les toutes premières émissions de l'année. début juin. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, un miracle se passera, quoi. tout à fait. Donc, vous voyez la qualité de cette équipe quand même. C'est magnifique. On a tout prévu. C'est ça, exactement. Bon, allez, on va enchaîner, les gars, en quelques minutes hein, sur les deux All-W teams qui sont sortis, la première et la deuxième. Hein. Vous connaissez ça, ça fait partie des palmarès de fin d'année. On a eu les trophées individuels, on en avait déjà parlé. Là, alors ça reste individuel, mais dans un cadre du coup collectif. On va commencer par la All-WNBA First Team, les gars. Avant de dire oui, ça aurait dû être telle joueuse, on peut juste quand même reprendre les 5 joueuses qui ne volent pas leur place. Hein. Et Jay Wilson, Nafisa Collier, les deux ont été élus à l'unanimité des votes. Brianna Stewart, Alyssa Thomas et Caitlin Clark. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Du coup, j'ai eu du mal à ressortir la prononciation. Bon, surprise ou non sur la joueuse du Fever, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce 5-là globalement? C'est le 5, c'est le top 5 MVP top 5 des votes MVP, pardon, je vais y Mhm. arriver. Si on en suit la cohérence les votants ont été cohérents avec leur classement MVP. Après, est-ce qu'ils ont raison? Ça, on ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, voilà. Mais c'est aussi le problème de ce type de choses, c'est qu'on n'a qu'une guard, entre guillemets. On n'a Ouais. que Caitlin Clark. Parce que AJ Wilson, Nafisa Collier, Brianna Stewart, Alyssa Thomas sont plus des intérieurs et forward pour chacune. Mais si on mettait vraiment un vrai 5 avec 2 Ouais. guards et 3 forwards, ça serait quand même beaucoup mieux. Et ça éviterait l'équipe retour. Oui, oui. Je sais pas si Tom, en NBA maintenant, c'est ça également. Il n'y a plus les postes. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, il n'y a plus les postes. C'est ça, ouais. Hop. C'est une honte. Mais après, entre guillemets, c'est une honte, mais j'ai envie de te dire, je rejoins Elliot, c'est cohérent dans le sens où, à partir du moment où le classement du MVP était sorti et que j'avais vu Caitlin Clark devant Sabrina Ionescu, on n'allait pas être étonné des All-NBA Team. Hmm. Mais c'est honteux. Je suis désolé. On peut me parler de statistiques. Sabrina Ionescu n'a pas de moins bonnes statistiques que Caitlin Clark et Sabrina Ionescu est la meilleure joueuse du New York Liberty qui termine meilleure équipe de la saison régulière.
À partir de ce moment-là, vous pouvez me sortir tous les arguments que vous voulez, je suis pas ouvert au débat. C'est scandaleux que Sabrina Ionescu ne soit pas dans cette All-NBA First Team. Pour les 4 autres joueuses, j'ai envie de te dire, je comprends le fait que tu ne veuilles pas mettre 2 joueuses du Liberty, donc à la limite, est-ce que Stewie peut sortir et laisser sa place à quelqu'un d'autre? C'est peut-être là que les négociations peuvent se faire et encore. Sinon, pour les 3 autres joueuses, j'ai envie de te dire, AJ Wilson, Alyssa Thomas, il n'y a pas trop de débat, hein, ça semble logique. Mais ouais, moi je reste arrêté, et puis vous connaissez ma non-objectivité sur Sabrina Ionescu, mais tu vois, même en étant objectif et en lisant un petit peu les commentaires des uns et des autres sur les réseaux sociaux, on est quand même globalement pas surpris ni choqué parce qu'on le savait, mais c'est triste en fait de voir ce genre de vote là où tu vois que tu es dans une ligue qui est en expansion, qui se développe super bien, où il y a des nouvelles règles qui arrivent petit à petit avec de nouveaux matchs, plus de matchs pour les playoffs dès la saison prochaine, des nouvelles franchises qui arrivent, tout un scénario qui a été fait autour de Caitlin Clark. Ok, super. Mais encore une fois, selon moi, Sabrina Ionescu n'est pas reconnue à sa juste valeur sur la saison qu'elle vient de poser. Et c'est dommage. C'est juste ça qui est dommage. Et donc, je serai très content quand elle soulèvera le trophée de Ou MVP quand de la elle finale. sera draftée par les Valkyries. Ah bah là pour le Ça coup, ne m'inquiète pas, ils vont les bloquer. je Ah t'avoue que oui, je si sais. New York est champion et que Sabrina Ionescu est MVP, je pense que Liberty va lui lâcher un gros contrat et que ce sera la tête de la franchise pendant pas mal d'années, hein. Oui, oui, Bien oui, sûr. évidemment. Et donc, on a quand même pas donné la seconde unit. Vas-y, si tu l'as. Donc, c'est Arike Ogunbowale, Sabrina Ionescu, la fameuse, Kalea Copper, Nega Ogumike et Jonquel Jones, 2 joueuses du Liberty dans ce deuxième 5. Et Mm. donc, 3 dans les 2-5, je sais pas si vous m'avez compris. Et en fait, si on prend le MVP, le classement MVP, c'est pareil. C'est de 6 à 10. C'est les 5 suivantes au classement MVP. Donc en vrai, je n'éprouve pas d'intérêt à ce trophée de NBA, de All WNBA First et Second Team, parce que c'est juste le classement MVP de 5 à, Ouais. enfin, de 1 à 5, 5 à 10. Ouais, après, est-ce que, bon, ça, faudrait qu'on aille creuser, mais je sais qu'en NBA, ça peut avoir un impact sur les contrats, Oui, sur les petites clauses. Est-ce que pour les joueuses de je sais pas. WNBA, ça a un impact aussi sur des re-signatures, sur un petit chèque qui tombe à la fin du mois en plus? Bon, à vérifier, mais voilà, ça rentre dans leur palmarès. Et c'est toujours des choses qui sont sujettes à débat. De toute façon, après, de toute façon, avec Clark et le phénomène, tu t'as un peu répondu, Tom, en disant tout ce qui s'est passé autour de Clark cette année, toute l'histoire et la storyline qui s'est un petit peu écrite, à tort ou à raison. Bon, moi, ça m'étonne pas de l'avoir première parce qu'elle n'a pas non plus fait une saison de peintre, hein. Ah non, bien sûr que non. Mais après, voilà, c'est toujours pareil, t'en as 5, bon, bah, t'en as une que tu dois sortir, tu sors qui? Est-ce que tu sors la rookie? Est-ce que tu sors une autre joueuse de la même équipe que celle que tu veux faire intégrer? Compliqué. C'est Ouais, compliqué. c'est des débats qui sont toujours compliqués. Et pour faire un parallèle rapide avec la NBA l'année dernière, je pense que. Alors, il faudrait que je retrouve le classement, mais si je dis pas de Hmm. bêtises, Jason Tatum, il est au All NBA First Team. Ouais, bon, après, Jason Tatum, Bah ouais, mais il est Jason. All First Team, Team USA pendant les JO cette année, tu vois. Non, mais d'accord, mais tu vois, Jason Tatum est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison régulière l'année dernière, ne rentre même pas dans les discussions du titre de MVP, ce qui me semble logique parce que tu as des meilleurs joueurs devant lui, mais par Ouais. contre, il n'y a pas de débat sur sa place dans la All-NBA First Team. Tu es le meilleur équipe de la meilleure équipe de la saison régulière. À partir de ce moment-là, moi, j'ai du mal à comprendre comment tu peux justifier la non-présence d'un joueur ou d'une joueuse. Mais Oui, encore mais une fois, parce que tu pars du principe que Ionescu est la meilleure joueuse de cette équipe. bah, je pars du principe, et puis c'est quand même, enfin, sur la saison régulière, j'ose espérer ne pas être le seul à avoir cette pensée-là. Ah bah, Brianna Stewart, tu peux discuter, tu vois. En termes de. Toi qui n'es pas ouvert au débat, on peut discuter quand même, tu vois. Et c'est Oui, pour ça que du coup, je te dis, avoir deux équipes, deux joueuses de la même équipe dans la first team, sachant qu'elles sont déjà 3 sur 10. ah non, mais c'est pour ça que moi, j'aurais plus tendance à sortir peut-être Stewie de cette first team, là où, selon moi, et en ayant lu et écouté pas mal Ouais. d'arguments qui me semblaient assez évidents, c'est que, bah, encore une fois, Sandy Brandello a donné beaucoup plus de responsabilités à la création à Sabrina Ionescu sur la saison, et que ça a pesé de manière ultra positive pour le Liberty.
voilà pourquoi j'exprime ce sentiment qui Oui, est oui. que Sabrina est la meilleure joueuse de Liberty sur la régulière. Après, encore une fois, tu vois, on est d'accord pour dire que c'est des débats de comptoir et que on sait très bien qu'avant même que la saison débute, la romance Caitlin Clark allait prendre le dessus sur n'importe quelle autre joueuse, je pense. Oui. C'est sûr Ok. qu'au vu au vu de l'engouement, la NBA, la WNBA, j'y arrive pas aujourd'hui. Ne peut pas se mettre du monde à dos, entre Ah ouais, guillemets. C'est très Oui. simple, hein. C'est malheureusement la réalité, c'est que c'est un peu biaisé, entre guillemets, mais c'est pas grave. Oui, il y a de la com. Il y a de la com. Voilà, exactement. Voilà, exactement. ça fait plus de retweets d'avoir sur l'image Caitlyn qu'une autre joueuse. Bon, Voilà. après, bon, bref. Voilà pour Tout pour Twitter. ces deux teams. Voilà, All WNBA Team, la première et la deuxième. Et ben voilà, on a fait un bon tour entre ces résumés, ces retours sur les 3 premiers matchs des finales et ce petit palmarès sur les équipes. Donc, bah les gars, c'est le moment de se dire au revoir. Merci Elliot, merci Tom pour le podcast, évidemment. Merci beaucoup de vous être libérés et on a hâte du game 4 et de la victoire de... Je ne sais pas. Voilà, bah, il y aura une équipe qui gagnera, de toute façon. Oui, Exactement. Je pense que effectivement. là-dessus, Exactement. on est d'accord. Bon, bah merci les gars en tout cas. Merci à vous de nous avoir écoutés, bien évidemment. On se retrouve très rapidement pour parler de la suite de cette saison, et ça sera la fin, dans tous les cas, de la saison WNBA sur les matchs, en tout cas. Très bonne journée à vous. N'oubliez pas le site internet, l'application TFA. Il y a des articles NBA qui sortent tous les jours, 17h. On fait des petites previews là sur certaines équipes. Donc allez-y, allez mater ça. On se remet bien en jambes avant le 22 octobre et la reprise de la saison NBA. Bonne journée à vous. Ciao.